Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout un plaisir de vous savoir déjà au rendez-vous de votre émission débat 100% Bénin. Prédit pour être vite étouffé dans l'œuf ou au meilleur des cas connaître le sort d'un feu de paille, le mouvement de débrayage qui a gagné le secteur de la justice reste malheureusement d'actualité. 48 heures au départ, la grève qui bat son plein dans la maison justice est désormais passée à 112 heures. 112 heures de grève renforcées par 2 jours de boycott des activités, soit lundi et vendredi. C'est peu dire qu'il s'agit là d'une paralysie sans concession aucune. Pourquoi ce durcissement de ton radical? La rencontre annoncée entre le garde des Sceaux et les responsables des syndicats aurait-il été un rendez-vous manqué ou un fiasco? À quand une réouverture des portes des tribunaux et autres prestations aux justiciables? Ce sont là, mesdames, messieurs, entre autres préoccupations, à passer à la loupe dans un instant. Thème au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin, malaise dans le secteur de la justice, quelle porte de sortie de crise. Le débat, nous le ferons en compagnie de Sylvestre Fassinou, représentant le Syntrajab, le syndicat national des travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin. Il est greffier au tribunal de Cotonou. Au Bénin, Sylvestre Fassinou, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Au front, on sait se rendre libre pour mieux expliquer ce qui se passe. Naturellement. C'est un plaisir. Merci. En face de vous, ce matin, il est Kofidia, juriste, il est analyste politique. Il est Kofidia, bonjour. Bonjour Joël. Merci de nous rejoindre. Merci. Mesdames, Messieurs, nous allons entrer dans le vif du sujet, mais avant, une petite transition vers la régie. On se retrouve après. Les travailleurs de la justice sont mécontents de leur hiérarchie. Et ça, ce n'est que secret de polichinelle. Des rechiments, ils sont désormais passés à des mouvements de débrayage, à l'instar plutôt de leurs collègues du secteur de la santé. Réunis au sein de 6 syndicats de la maison justice, ils parlent désormais d'une seule et même voix, parcourant de ces agissements à l'unisson. Ils dénoncent une certaine gestion cavalière de leur carrière et appellent le garde des Sceaux à des négociations. Un garde des Sceaux qui, entre-temps, a annoncé toute sa disponibilité. Alors, Sylvestre Fassinou, le justiciable, s'interroge. Un garde des Sceaux ouvert au dialogue, et vous qui dites aussi vouloir du dialogue, que se passe-t-il pour que de 48 heures, désormais, vous passez à 112 heures? Ben Joël, ça me surprend un peu que tu parles d'un garde des Sceaux ouvert au dialogue. Vous savez, on est au carrefour et toutes les informations qui nous parviennent, c'est vrai, il faut parfois aller loin pour voir au-delà des informations qui circulent ce qui est. Et dans le cas d'espèce, vous êtes la voix autorisée pour nous dire ce qui est réellement. Évidemment, et depuis le mois de juin, quand ces soubresauts-là ont commencé, plusieurs courriers ont été adressés au garde des Sceaux. Mais depuis juin jusqu'à aujourd'hui, c'est seulement 2 fois que le garde des Sceaux a pu recevoir le bureau. Et les 2 fois, c'était d'abord à la suite de la déclaration et l'autre fois, lorsque la motion était déposée. Alors, moi, je me pose la question de savoir si celui-là est vraiment ouvert au dialogue. Lorsqu'on attend qu'on brandisse une motion ou bien qu'on bande nos muscles avant de nous recevoir. Alors qu'avant ça, il y avait des courriers qui lui avaient été adressés pour lui proposer des portes de sortie, pour nous inviter au dialogue, afin qu'on n'en arrive pas là où on en est aujourd'hui. Donc, dans ce cas, moi, je ne sais pas. Vous interrogez sur la bonne foi de l'autorité. Naturellement. Entre-temps, oui, on a vu dire qu'il y avait une rencontre qui devrait se tenir. Vous ne direz pas qu'il s'agit là d'un canular. La rencontre a eu lieu ou pas? Et quelle en est la substance? La rencontre a eu lieu. Mais malheureusement, on a pu rien tirer de cette rencontre-là parce que le garde des Sceaux a un peu radicalisé sa position. Bon, on s'est dit, s'il n'y a pas eu de dialogue, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on n'a pas pu nous démontrer que ce qu'on est en train de demander n'est pas fondé, n'est pas réalisable, est totalement superflu. On n'a pas pu nous démontrer ça. Mais on dit, bah, écoutez, si c'est tel point, moi je ne reviens pas là-dessus, ça passe comme ça, on ne peut pas accepter. Les points que vous qualifiez de points cruciaux, oui, ont-ils vraiment été évoqués? Parce qu'entre-temps, vous avez souligné qu'il est pour vous comme une injure qu'au sein d'une corporation, qu'on positionne les gens là où les moins qualifiés se retrouvent et deviennent des titulaires à leurs aînés qui ont déjà de la main. Donc, les questions de nomination, de positionnement qu'il faut impérativement revoir, avez-vous demandé. Est-ce qu'un point comme celui-là, vous avez pu en débattre avec l'autorité? Bien sûr qu'on en a débattu et c'est même pas à notre seul niveau que ça peut frustrer. Dans toute administration, même chez vous aussi, ça peut frustrer et ça doit frustrer parce qu'on ne peut pas mettre
un moins qualifié, un moins ancien, pour diriger, un plus ancien, un plus expérimenté, ça ne passera pas. Que ce soit Chine, que ce soit nulle part, ça ne passera pas. Le garde des Sceaux a proposé, corriger certaines dispositions, pas arrêtées. Chose que nous, d'ailleurs, on ne va jamais l'accepter parce que le décret qui porte nomination des greffiers en chef et de l'assistant a bel et bien dit que ce n'est pas décret que ceux-là seront nommés. C'est un juge de très haut niveau. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin avant qu'ils ne comprennent. De sorte que le décret qui avait été pris en son temps était déjà irrégulier en ce qu'il avait positionné des plus jeunes pour diriger des plus anciens. Ça n'avait pas respecté les conditions posées par le décret portant nomination de ces greffiers en chef et assistants. Plus grave, le garde des Sceaux prend un arrêté pour nommer d'autres. Là, on ne sait pas la base légale de cet arrêté-là, parce qu'aucun de nos textes ne dit qu'il faut faire ces nominations pas arrêtées. Donc, lorsqu'on avait tiré sur la sonnette d'alarme pour dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas, il n'a pas cru devoir retirer simplement cet arrêté-là, parce que pour nous, c'est un non-lieu, cet arrêté-là n'existe pas. Personne ne suivra ça. Mais aujourd'hui, il nous propose de corriger certaines dispositions que, comme je vous le disais, pas un autre arrêté. Mais je ne sais pas ce qui est difficile à faire, parce que lui nous dit qu'il ne pourra pas retourner en Conseil des ministres pour cette histoire-là. Et nous, on ne sait pas comment il va faire, mais ce sera un décret en bonne et due forme pour corriger le décret défaillant, pour nommer les gens à leur poste. Comment il va faire pour aller là-bas? Moi, je ne veux pas savoir. Lui, il est là-bas dans son rôle, nous, on est dans le nôtre. Le moins qu'on puisse dire, les COFIDJA, là, et syndicats et autorités sont fondamentalement à couteau tiré. Oui, simplement parce que l'autorité ne tire pas profit du bienfait du dialogue et qui se révèle comme une arme redoutable pour pacifier les tensions. Et là, l'intérêt de l'autorité ne se retrouve malheureusement pas avec l'intérêt des greffiers. Et on constate que l'autorité n'adore pas du tout le dialogue. La méthode, c'est le silence. Lorsqu'on vous oppose le silence, c'est qu'on vous considère comme des imbéciles. Et la seule arme dont disposent les greffiers, comme on peut constater, c'est la grève, qui au départ était une pratique, mais c'est devenu un droit. Et elle est intéressante dans la mesure où elle permet de causer un dommage à qui? À l'autorité, à autrui, l'État. Et ce dommage a des répercussions sur l'appareil économique. Et il y a un risque. Le risque est celui de ces grèves-là. Si ça continue, de toute façon, ces perlés-là, ça pourrait susciter des insurrections, des révoltes. Et ça, l'autorité ne prévoit pas ça. Vous parlez d'insurrection, vous voyez des hommes en toge monter dans les... Je ne sais pas, quand vous parlez d'insurrection... Ils sont bien qualifiés, bien placés pour le faire. Parce que il est difficile pour le gouvernement de dissocier les hommes en toge. Ils n'ont pas en présence d'eux des moutons de Paruge qu'ils peuvent opposer. C'est-à-dire en utilisant la formule diviser pour régner. Et donc, aller jusqu'à avoir les 6 syndicats à l'unisson, s'exprimer d'une seule voix, cela voudrait dire que franchement, il y a malaise. Il y a malaise. Mais vous parlez tout à l'heure d'intérêt des syndicats, donc des travailleurs, pour être plus précis, et d'intérêt de l'autorité qui ne convergent pas. Mais quand on s'en tient à ce que les uns les autres exposent, il s'agit quand même du fonctionnement de l'administration judiciaire, pour faire précis. Qu'est-ce qui peut d'autre les diviser? L'intérêt des syndicalistes, et notamment des greffiers, est basique. Il faut des conditions de travail. Ce que dit aussi le ministre. Il faut traiter les greffiers au prorata de leur diplôme, de leur situation, de leur expérience, de leur ancienneté. Je résume, c'est ça. Et l'atmosphère, et l'intérêt du gouvernement, c'est de satisfaire ou de plaire aux sympathisants, de forcer donc le principe de la continuité de l'État, de forcer donc le principe de la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des biens. Parce que cette grève-là ne cause pas du tort au gouvernement. La méthode, c'est le silence. Mais ça cause du tort aux populations, aux citoyens, et par ricochet aux justiciables. Quel type de tort? Le tort, c'est quoi? La non-délivrance. Et la non-délivrance et la non-réception des actes civils.
les demandes de retrait des casiers judiciaires, des certificats de nationalité, les registres de commerce, et le retrait des décisions de justice et des attestations. Suppose que on a un gouvernement qui ne crée pas l'emploi. Ça, on le sait déjà. Même s'ils ont menti en disant qu'ils vont donner emploi à tout le monde. J'ai suivi un audio hier où j'ai vu le président Talon Alada dire aux citoyens, avec moi, vous aurez d'emploi. Toi, Alada, va avoir l'emploi. Et le peuple applaudit, ça c'est faux. Ils ne créent pas d'emploi. Et qu'est-ce qu'ils font? Prenons le cas d'un citoyen béninois, lambda, qui vient de déposer, qui a trouvé une possibilité d'être recruté dans une entreprise privée, mais a besoin de présenter un casier judiciaire. Et il vient, il dispose à peine de 3 jours pour le dépôt de son dossier. Il vient à la maison de justice, on lui dit, il n'y a pas de travail. Il ne peut pas prendre ce casier judiciaire. Et le défaut de ce casier judiciaire lui fait perdre l'opportunité de travail. Donc le gouvernement là, en train de faire perdre le travail aux Béninois. Et comme quoi, il continue d'affamer le peuple. Quand on dit affamer le peuple, on ne leur demande pas de prendre un avion, de distribuer des vivres. On leur demande simplement de mettre sur place ou de créer, voilà, on leur demande simplement de créer un environnement apaisé. On leur demande simplement de créer un environnement qui puisse permettre aux paisibles citoyens de pouvoir travailler. Qui s'observe actuellement, il y a des dommages plus énormes que ce qu'on voit. Il y a des dommages collatéraux énormes, économiques, alimentaires. Mais il y a une situation, ça pourrait rendre certains fous. Sylvestre Fassinou, le tableau que peint votre vis-à-vis n'est pas réluisant, mais à supposer que c'est plutôt au niveau de l'appareil que ça ne fonctionne pas, peut-être l'autorité n'a pas eu aussi les retours qu'il faut. Est-ce que vous avez pensé scruter d'autres possibilités pour vous, pour pouvoir vraiment rencontrer l'autorité une fois encore, rien que pour les justiciables? Oui, mais monsieur Jonas, dites-moi, pour rencontrer une autorité, qu'est-ce qu'on fait? Administrativement, vous avez fait tout ce qu'il faut, oui. On envoie une demande et vous exposez déjà les points sur lesquels vous voulez discuter avec l'autorité pour qu'elle s'apprête à vous recevoir. Je vous ai dit tout à l'heure, tous les courriers aux gars sont adressés, on n'a eu réponse à aucun. Et c'est avec certitude que l'autorité les a reçus? Ah, bien sûr. Mais si vous voulez, bon, je ne savais pas que ça serait le cas, sinon j'allais vous venir ici avec les décharges. On ne dépose pas au secrétaire administratif, on va déposer ça à son secrétariat particulier. Il ne peut pas dire qu'il ne les a pas, il les lit. Il les lit. Et on se met dans un silence. C'est pas... Je ne sais même pas comment est-ce que ceux-là se sentent lorsqu'ils vont... Un silence diabolique. C'est pas bien. C'est pas bien. Parce que cette situation, les premiers courriers datent de juin. Aujourd'hui, on est en octobre. Faites le décompte. C'est pas de gaieté de cœur qu'on se dit, non, nous allons arrêter le travail. Parce que, c'est vrai, les premières victimes, ce n'est pas les autorités. Même si, par mécanisme donné, elles sont victimes. Elles ne vous le diront pas, elles sont victimes. Mais les premières victimes, tout de suite, c'est les justiciables. Et moi, je l'ai pris aujourd'hui. En tout cas, pas du tout de suite. Lorsqu'ils entendent qu'il y a problème à la maison de justice, qu'ils n'attendent même pas qu'on se dise qu'on va aller en grève, avant même de prendre le devant, de nous défendre. Parce que cette lutte-là, c'est d'abord la lutte aussi, parce que à laisser l'administration évoluer sur cette allure-là, on risque de positionner les gens suivant leur connivence avec ci, avec tant. Par conséquent, on peut dire fais ci, ne fais pas tel, ne fais pas tel. Mais en recevant ces ordres en les exécutant, c'est à la population qu'on va causer du tort. C'est à la population qu'on cause du tort. Donc nous, notre lutte d'abord, c'est aussi leur lutte. Donc ils doivent nous soutenir parce que quand on prend quelqu'un, je prends l'exemple d'un tribunal, je ne vais pas vous le nommer ici, on dit, pour être greffier en chef, il faut que vous ayez une pratique professionnelle de 5 ans continue dans une juridiction. 5 ans continue dans une juridiction. Voilà, on prend quelqu'un qui a pris fonction il y a à peine 2 ans, qui n'est jamais allé dans une juridiction, comme Bazar greffier en chef. Greffier en chef. On nous demande de nous taire. Celui-là n'a aucune expérience de greffe. Il va diriger quoi? C'est tout comme si moi, on m'envoie ici en tant que directeur de la rédaction. Je vais faire quoi? Je vais tout mélanger. Parce que je ne m'y connais pas. Voilà de ces choses-là qui se passent. On nous dit non, restez tranquille. On ne peut pas. Et le Kofidja, vous l'avez suivi, il appelle plutôt le justiciable à prendre responsabilité. Parce que dans le combat qui se mène aujourd'hui,
Certains voient d'abord les travailleurs en pole position, mais il s'agit d'abord et avant tout des justiciables. Mais un peuple qui n'a pas l'habitude de prendre le devant de certaines initiatives, sur d'autres fronts, on l'a déjà constaté, le peuple, il observe. On ne peut rester qu'il s'agit aussi. Le combat est légitime, le débat est légitime. Et ce qu'il dit, je l'ai dit tout à l'heure en évoquant le risque que cache une grève perlée, les insurrections. Parce que les justiciables, à force de venir et de constater que rien n'est fait, peuvent se fâcher et accompagner les greffiers. Et là, le système politique en place ne pourra pas contenir. Ce serait déjà trop tard. Alors que c'est eux-mêmes qui ont choisi de planter ce cocktail politique, opposer le silence au lieu du dialogue. Bernard Tessier le disait, il dit l'accord négocié sur ce terrain de grève est la meilleure. Toutes les autres procédures ne peuvent pas tenir. C'est l'accord négocié. Mais il évoque une question qui est fondamentale. Lorsque le ministre leur dit « je ne peux pas retourner en conseil des ministres pour évoquer cette question ou pour planter cette question », cela suppose que le ministre a peur du maître. Cela suppose qu'on ne peut pas regarder le président en face et lui dire certaines choses. Cela voudrait dire que le président est frais. Est-ce que le président a quelque chose à voir avec ce type de négociation qui ne respecte pas l'orthodoxie? Sinon, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte au ministre, au garde des Sceaux, agrégé de rang, d'attirer l'attention du président de la République sur le fait que les doléances des grévistes sont fondées. Les doléances sont fondées. Qu'est-ce que ça coûte de le regarder droit dans les yeux, d'attirer un droit accusateur là-dessus, pour dire, mais si la maison justice va mal, c'est un secteur extrêmement sensible. Le peuple risque de se retrouver dans la rue. Et c'est ce qui risque d'arriver si eux, ils continuent à faire boycott lundi, vendredi et grève sur mardi, mercredi et jeudi. C'est une paralysie totale. Et c'est grave pour une république qui se veut être respectueuse. Et c'est tout pour pas croire que nous sommes dans un état irresponsable. C'est pourquoi je dis que le ministre, le garde des Sceaux, a peur du président de la République. Et c'est une peur injustifiée. Il faut poser les problèmes. L'heure est grave. Sylvestre Facilement, aujourd'hui, quel point faites-vous de ce mouvement vous-même que vous avez déclenché? Mais écoutez, sur ce point, bon, vous l'avez certainement constaté, c'est un mouvement qui est très bien suivi parce que les militants à la base sont fatigués. Voilà un ministère où il faut passer toute votre vie à lutter. Quand c'est comme ça, quand est-ce que vous aurez du temps à vous donner du plaisir au travail? Parce que quelque chose que vous avez acquis à 8 heures, vous n'êtes même pas sûr qu'à 8h05, ce sera toujours sur place. Il faut veiller, surveiller, crier, faire tout pour l'avoir jusqu'à 10 heures. Et comme ça, ça ne peut pas aller. Donc le mouvement est tellement très bien suivi. Et j'en profite par ça pour remercier tous nos militants de rester toujours mobilisés, de faire confiance à leurs bureaux respectifs. Ce mouvement-là aboutira, on obtiendra gain de cause. Soyez rassurés. Le pouvoir judiciaire reste un pouvoir déterminant dans l'appareil étatique, surtout dans le système démocratique qu'est celui du Bénin. Et a raison le gouvernement de la rupture pour donner quelques signaux à envoyer une partie du ministère de la Justice dans la capitale Porto-Novo pour impulser cet élan de réhabilitation de l'image de la ville de Porto-Novo. Il se trouve que ce point figure aussi en ligne de mire de vos préoccupations. Oui. Ce point figure pour la simple raison que c'est un personnel que vous mobilisez. C'est des pères de famille, des mères de famille qui se déplacent pour venir remplir leurs devoirs. Maintenant, si vous décidez d'envoyer une partie du ministère ailleurs, vous ne mettez aucun moyen de déplacement au profit de ceux-là. Vous leur dites, allez là-bas. Comme ça se fait dans certaines entreprises privées? Comme ça se fait dans certaines entreprises privées. Et même dans d'autres entreprises, dans d'autres structures publiques aussi. Ça ne peut pas marcher parce qu'on est en pleine année scolaire là. J'ai inscrit mes enfants à tel endroit donné. Toujours on me dit, allez, va prendre service là-bas. Sans même me demander, mais comment est-ce qu'on va faire si... C'est-à-dire, vous savez, moi je me dis, on est tous des hommes. C'est plutôt une situation qui les dépasse eux-mêmes. Ça va rien de leur côté. Venez, on va s'asseoir, discutons. On veut faire ci, on veut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ça. On va s'asseoir, négocier et nous comprendre. Aujourd'hui, nous nous demandons à ce qu'on arrête purement et simplement cette délocalisation vers Porto-Novo. Et qu'on nous construise un ministère digne de ce nom et qu'on sache que le ministère de la Justice est à tel endroit. Point final. Peu importe là où aujourd'hui, vous avez combien de sites
pour le ministère de la Justice. Vous pouvez tout citer? Ah ben, informez-nous. Je pensais que vous n'en avez que 2. Ah bon? Ah non? Vous avez Il y a bien la tour. Il y a l'ancien siège qui est au niveau de 3 banques. Il y a les AMES à côté de Saint-Michel. Il y a d'ANES aussi, 20 minutes. Je ne sais plus si c'est fonctionnel ou pas. Il y en a à Porto-Novo. Tout ça pour vous seul? Non, nous ne faisons pas tout ça. Nous ne faisons pas tout ça. Quand nous construisons, quand nous disons votre ministère, c'est à tel endroit, point final. C'est fini. Parce que c'est facile de délocaliser, de mettre la pression sur les gens pour dire allez, allez, allez. Mais ceux-là, comment est-ce qu'on les traite pour qu'ils sacrifient encore leur pauvre salaire dans le transport, dans le déplacement? Mais il paraît que vous êtes bien payé, et puis ça peut se comprendre. Ah oui, bon, heureusement que vous avez dit il paraît. Eh ben, Vous avez dit il paraît, vous? Que nous apprenons. Ah ok, d'accord. Donc allez vous informer encore. Vous êtes à 5 millions? Pardon? Vous êtes à 5 millions comme le préfet? Pardon? Vous êtes à 5 millions comme le préfet? Pas un ou bien pas... Non, qu'est-ce qu'il en est? Il paraît que c'est possible, oui. C'est en fonction de vos revenus que la décision a été prise. Il faut quand même un peu de patriotisme, monsieur Sylvestre Fassignon. Joël. Sans langue de bois, non, dites ce qui est. Joël, si avant même de prendre cette décision, l'autorité nous avait réunis pour nous en parler, ce serait bien déjà. On aurait même dit, ils ont fait un effort de nous associer. Vous n'avez pas du tout été associés. On l'a appris dans la presse, comme vous et nous l'avons appris. Je ne sais pas si c'est de cette manière-là. Et au départ, non, parce que sur WhatsApp, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. On n'avait pas donné foi à ça, mais on a commencé par constater que c'est comme ça. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce qu'on nous a appelé pour nous dire... Mais sérieusement, une fois encore, un camouflé pour la ville de Porto-Novo. Non, c'est qu'il est impossible, il est impossible d'avoir un bon service au public. Et sans au préalable tenter d'apporter des solutions durables, il doit aux doléances des acteurs de la justice. Et ce qui se passe à Porto-Novo, ça doit rester un camouflet. Parce que c'est à croire que c'est une manière détournée de vouloir plaire à l'électorat porto-novien. Or, il s'agit d'une politique bien menée. Et cette improvisation qui consiste à renvoyer à une partie de la maison de justice à Porto-Novo est un échec patent. Elle n'arrange même pas le personnel de justice. Et comme il le dit si bien, c'est comme si l'autorité, avant de prendre une décision, oublie qu'il y a un pater familias. Et que le personnel, l'agent public, doit d'abord penser sa femme et ses enfants avant d'opérer ce changement géographique qui n'a pas été du tout préparé. Mais on n'a pas fini de régler le problème de l'Assemblée nationale qui est resté un éléphant blanc et on va envoyer le ministère de la Justice qui déjà à Cotonou a éparpillé ça et là à Porto-Novo pour demander aux greffiers qui, si je ne m'abuse, doivent être à 150 000 francs le mois avec quelques primes et autres là, de prendre leur voiture, de courir le risque de faire près des kilomètres et de revenir les soirs ou je ne sais quoi, ou de louer dans ce qui leur a été prévu. Lorsqu'on a annoncé Kofidja, lorsqu'on a annoncé ça, c'est l'un de nos téléspectateurs qui avait envoyé cette question quand j'annonçais le thème. Lorsqu'on a prévu et annoncé vouloir faire autrement et participer au mieux-être collectif, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces difficultés qu'a l'autorité de faire franchement les choses dans les normes? Parce que le développement qu'a fait tout à l'heure Sylvestre Fassignon froisse et laisse de marbre. On ne comprend pas. Ils n'ont pas été associés. En pleine année scolaire, on prend une décision comme celle-là pour des parents de famille dont on attend quand même des résultats. Et ils travaillent sur un secteur sensible. Ils sont dans un milieu très délicat. Et quand c'est comme ça, c'est difficile d'avoir et de s'attendre à de bons résultats. Naturellement, et vous me faites répéter, c'est ça je vous ai dit, que le fait de déplacer une partie ou la totalité, bon, une partie du ministère de la Justice sur le site de Porto-Novo laisse présager d'une promesse électorale où on veut plaire à quelqu'un. Parce qu'il n'y a rien de gratuit. Derrière chaque acte qu'un homme pose, il y a toujours un intérêt. Moi, je le recherche constamment, sauf si vous êtes religieux. Et le pouvoir en place se comporte comme un chrétien qui cherche à être plus catholique que le pape.
Et je suis sûr que celui qui a donné ce conseil ou qui a suscité cette motivation ou cette envie d'amener la maison de justice à Porto Novo, on le sait, ça reste la capitale politique. Et s'ils veulent commencer, si ce n'est pas la maison de justice qu'il faut commencer par envoyer, autant mieux balancer tout là-bas et laisser Cotonou comme étant capitale économique. Parce que, avant de prendre une pareille décision, comme il a dit, ils auraient pu accompagner la décision des moyens. Ils auraient pu préparer au préalable tout ce qui pourrait venir à empêcher ou tout ce qui pourrait venir freiner l'élan des uns et des autres à aller vers la maison de justice de Porto Novo. Aujourd'hui, s'il le dit, c'est parce qu'ils ont d'énormes difficultés. Encore que la voie de Porto Novo bientôt sera encore une voie réparable. Les aléas climatiques, l'état des voies, la distance, les intempéries, beaucoup de phénomènes, aucun calcul. Et c'est ce à quoi nous avons assisté par le passé, improviser. Et quand on improvise, le résultat est forcément... Le résultat escompté, recherché, n'est souvent pas retrouvé. Et ils ne sont même pas sévères. Ce qu'ils disent, c'est... Non, ils ne le sont pas. Ils demandent le minimum. Moi, je pensais, bientôt 2 ans, je pensais que une des décisions formidables de la rupture serait l'augmentation des salaires aux agents publics. C'est ça la rupture. On rompt avec ce qu'on a l'habitude de gagner, on augmente tout le monde. Mais la rupture... Vous pensez qu'ils ne gagnent pas suffisamment? Non, ils ne gagnent pas suffisamment. Nous parlons de greffiers, des gens qui sont titulaires d'une licence en droit et ce n'est pas donné à tout le monde. Mais on a vu que des gens, les politiques, on a vu le salaire des politiques augmenter, 5 millions pour un préfet, donc il est incorruptible. Mais le greffier, lui, il est à 150 000. Bon, il prend une chambre, 2 chambres salon avec sa femme, 50 000. Facture d'eau, d'électricité, il enlève, il lui reste combien? À peine 40 000. Il va inscrire son enfant avec quoi? Il va inscrire ses enfants à l'école avec quoi? Il va mettre du carburant. Il va mettre du carburant dans sa moto. On a pris avec la rupture langue sur quand même des paradigmes qui augurent de ce que ce serait des renversements de valeurs, mais dans la positivité. Oui, n'est-ce pas là encore une fois plutôt l'entourage ou l'appareil qui a du mal à prendre? Nous assistons à un renversement de valeur dans la négativité. Et c'est triste, c'est lugubre. Mais qu'est-ce qui justifie cela? C'est difficile à dire. Seulement que Dieu n'est pas prêt d'applaudir l'ingratitude. Il est Covid oui, Sylvestre, fascinant. Oui, et il y a d'autres points sur lesquels la dernière fois le SG n'a pas pu venir parce que le temps, tout ça là. Parce que, vous savez, certains nous ont dit, vous avez toute une liste de doléances, c'est trop long. J'ai dit oui, c'est peut-être trop long. Mais ça présage du malaise qu'il y a à la maison de justice. Il y a trop de problèmes. Et dites-vous, on n'a même pas tout énuméré. Il y a trop de problèmes à la justice. Aujourd'hui, dans nos revendications, on a demandé au garde des Sceaux d'instaurer un cadre de dialogue permanent pour nous permettre de discuter tout le temps avec l'autorité. Bon, en temps, on avait brandi quelques arbres, on avait fait quelques essais, et puis c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Autre chose, vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle loi sur le statut permanent des agents de l'État a été modifiée et a désormais exclu de son champ tous les statuts particuliers, dont le nôtre. Depuis que ça a été fait, malgré tout l'effort personnel que nous on a fait à notre niveau, l'autorité ne nous a pas accompagnés parce qu'aujourd'hui, le comité de relecture du statut qu'on a promis de mettre en place, qui va faire ce qu'il fait, jusqu'à aujourd'hui, on n'en sent même pas l'odeur, on ne voit même pas un petit quelque chose se former pour dire ah non, voilà le comité là qui se prépare. Rien. Aujourd'hui, en griffe, on est en l'air. On est en l'air. Et ça ne met pas l'autorité. Et on est au ministère de la Justice. Vous savez, moi, en venant à la justice, j'avais un rêve. Lequel? Je m'étais dit, voilà quelque part où je vais, où aucune virgule d'aucun test ne sera omis dans l'application de quoi que ce soit. Mon objectif, ce n'est pas, non, finance, non. Je serai quelque part où, même si ton droit est enterré quelque part là, mais si tu es tranquille chez toi, quelqu'un ira que pour dire, ah, ça là, ça te revient. Où tous les tests seront respectés à la loupe de ce qui aura rien à redire. Je ne sais pas si aujourd'hui,
j'ai même encore la force de repenser à ce rêve-là. Vous pensez que c'est utopique? Parce que très tôt, on m'a dit attention, ici, ce n'est pas ça. Vous voulez que je vous raconte quelque chose? Allez-y, allez-y. En 2006, lorsque moi j'ai commencé, j'avais commencé par Porto Novo. On était 30 dans notre promotion, nous avons disséminé un peu partout. Mais il s'est fait que ils ont fait un traitement particulier pour les 7 qui étaient à Cotonou en son temps. Ça nous a un peu froissé. On a écrit pour dire attention, on est tous de la même promotion, vous avez fait traitement pour ceux-là. Là. On attend le même traitement. On a dit oui, bon, c'était une erreur, il ne devait pas en avoir droit, patienter, on va corriger. 2006. En 2007, bon, c'est un coup, on va corriger. Fin 2008, il y a des gens de Nati Tengu et de Parakou qui ont saisi la Cour constitutionnelle, qui les a sommés de rétablir tous les 23 autres dans leurs droits. C'est seulement les 5 ou 10 du Nord qui ont été rétablis. Le reste, jusqu'à aujourd'hui, c'est resté lettre morte. Pas vrai. Ah, bien sûr. Ça, c'est le ministère de la Justice. Je peux vous faire tenir des courriers que moi j'ai fait envoyer. Vous qui êtes au ministère appelé de la Justice. à rendre justice, à permettre aux justiciables d'être simplement à son aise, vous êtes aussi malmené. C'est pour ça que je vous dis, le malaise est grand à la justice. Le malaise est grand. Et moi, j'étais confiant quand on a nommé le cadre et j'ai dit, bon, voilà. Au moins, lui, ça ne résume même pas tous les points aujourd'hui. Le seul fait, vous savez, quand quelqu'un est malade et vient dans un hôpital, quand on l'accueille bien, il a déjà un début de guérison, il est soulagé. Mais quand vous venez, on n'a même pas à qui vous adresser. Personne ne sait que vous êtes là. Mais votre mal, c'est grave. Et c'est ce que vous vivez maintenant. Et c'est ce qu'on vit. Vous avez l'impression que l'autorité ne sait pas que vous existez. C'est l'impression qu'on a parce que dans la maison, on traite certains corps bien, le reste, c'est tout comme si, bon, il n'y a plus rien, quoi. Si ceux-là sont bien, le reste, ça va. Donc, on demande au garde des Sceaux de savoir qu'à la justice, chaque acteur de la justice a sa valeur, a son poids, a son importance. S'il ne veut pas faire la justice, s'il ne veut pas mettre la justice du pied, qu'on laisse. Qu'on laisse, mais penser que en mettant l'autre à l'aise, ça va nous diviser dans la maison. Ah non, on ne va pas se diviser parce que bah, j'ai finalement l'impression que c'est leur politique ça. On prend un groupe, on les met à l'aise, on laisse le reste. Là, on va commencer par se battre en niveau, on dit voilà, il ne peut pas s'entendre. Non, non. Il y a quelque chose qu'on a pu avoir depuis 2015 qui a même été adopté en Conseil des ministres. C'est quoi la chose? La prime de vacation pour le personnel des services judiciaires et administratifs. Vous voulez dire que c'est remis en cause? C'est pas remise en cause, mais jusqu'à aujourd'hui, l'arrêté interministériel n'a jamais été signé. On ne sait même pas là où c'est. Quelque chose qui a été adopté. Ça arrive on ne sait pas. On ne sait pas. On a cherché partout, rien. Alors que ça a été adopté. Le Conseil des ministres a autorisé que les différents ministres s'est arrêté là. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fait. Depuis 2 ans. De 2015 à 2017, qui pouvait dire en 2015, je suis sûr d'être en vie jusqu'en 2017? Personne. S'il en avait droit qu'on lui paye pas, que c'est peut-être à cause de 5 000 francs, qu'il a manqué de besoin, il est parti. Mais vous pensez que les parents de ceux-là font regarder d'abord nous autres, qui sommes sous le front tout le temps, d'un bon oeil, et ils vont nous dire, mais écoute, vous n'avez pas bien fait votre boulot. Alors qu'on a su ce jusqu'en Conseil des ministres, ça a été adopté. Et on peine à nous mettre dans nos droits. Il y a la question des ristournes. Les ristournes sont présentes sur les statuts de tous les corps au niveau de la justice. Aujourd'hui, à combien de quoi est-ce qu'on paye les ristournes? Un seul. Le reste, c'est pas important. Où est-ce qu'on va comme ça? C'est pas bien. Où est-ce qu'on va comme ça? Où aujourd'hui la justice se résume à un seul corps. Voilà. Ah non. Voilà, aujourd'hui, ce corps est bien à l'aise maintenant. Hein. Nous qui ne sommes rien là, on débraye et ce corps ne peut pas travailler. Est-ce que on peut faire des options comme ce qu'il est en train de démontrer? Oui, vous allez poursuivre tout à l'heure. J'ai du mal à croire qu'il s'agit d'une politique de diviser pour Egui et que c'est à bon droit que les choses se passent comme ça avec peut-être quelques flottements et qui vont sous peu se régler. Vous qui côtoyez en permanence l'appareil judiciaire, quelle valeur ou quelle interprétation donnez-vous
assez raté qui, en vérité, ne s'entend pas. J'imagine les téléspectateurs surpris par ce qui arrive à ceux qui paraissent pour eux comme des bras armés, pour ne pas dire des boucliers. Mais des boucliers qui en soi n'en sont pas un quand on écoute Fassi nous parler. Oui, quand vous écoutez mon vis-à-vis, et vous avez peur. Parce qu'il dit des choses suffisamment graves qui me laissent penser à une politique de favoritisme, de népotisme et la complaisance au rendez-vous dans la maison de justice. Et quand on privilégie cette politique-là pour diviser, et quand on cherche à protéger ces privilégiés au sein de la justice, c'est forcément dans le but de diviser. Et je vous ai dit tout à l'heure que cette division ne marchera pas, parce qu'on a des gens qui ont une tête bien faite et qui savent bien garder les choses et qui connaissent le droit. Et ils disent le droit. Ils manipulent le droit au quotidien. Peu importe leur diplôme, leur niveau d'études. La pratique, la régularité font qu'ils sont très forts à répéter la même chose chaque jour. Même si vous ne savez pas faire, ils peuvent reprendre le docteur. Parce qu'ils sont dans la procédure. Ils écrivent, ils transcrivent le langage des justiciables en droit. Donc il faut les respecter. C'est du mépris ce qui se passe. Et ce n'est pas bien. Mais là où le bas blesse, c'est que cet immobilisme est senti au sein de la justice entraîne des conséquences extrêmement néfastes et fâcheuses pour la population. Il ne faut pas l'écarter. Et constater qu'un gouvernement très ambitieux dès le départ, qui nous a promis nous protéger et qui a une option vers un développement exceptionnel, a dit se comporte de la sorte ou cherche à les dissocier en récompensant certains et en laissant d'autres à la touche, vraiment, ça fait peur. Ça fait peur. Et si on y prend garde, le risque que cachent les grèves risque d'arriver un jour. Parce que tout commence un jour. Trop de frustration finit par faire exploser. Trop de frustration, mais la détonation, on espère qu'on en arrivera à là. Oui, sinon, un autre point qui a... Oui, un autre point, avant de venir sur ce point, pour que ce que vous venez de dire n'arrive pas, tout dépend du garde des Sceaux et du président de la République. Si aujourd'hui... C'est leur responsabilité. À part entière, hein, totalement. Si aujourd'hui ils décident, ils veulent que tout se calme à la justice, tout se calmera. On n'est pas des extrémistes. On est des humains, on est des citoyens béninois. On est des citoyens béninois. On est fait de chair et d'os comme eux. Mais on avait déclaré quelque chose sous le régime précédent où tout de suite on multiplie le salaire des ministres par 3. Mais le ministre, il va dans quelle pharmacie? Ils ont leur pharmacie à part, nous avons pour nous à part. On va dans la même pharmacie, dans le même marché. Donc si on estime qu'il faut améliorer les conditions de certains, il faut penser aussi aux autres. On ne demande pas forcément dans le même canton. Mais c'est là, moi, je ne comprends pas les autorités. Là où moi, je vais vous avantager, je vous donne 500 000. Je sais que je vous ai donné 500 000 pour vous motiver par rapport à votre travail. Si je le fais, je sais qu'il va bouder. Et pour le calmer, je dis, écoute, je lui ai donné 500 000, toi, prends 100 000. Mais s'il vient dire, écoute, tu étais tranquille la dernière fois lorsque je t'ai donné, sois calme. Il va se calmer. Mais quand on fait ça là, vous ne lui dites rien, ça frustre. Parce que il y a eu un test comme ça qui a été pris. Ils ont été un peu malins, ils ont voulu changer, mais nous, on est bien informés. Ils avaient appelé ça prime de fidélisation. Écoutez le nom, hein, fidélisation. Et vous savez à qui ça a été octroyé? Non, à qui? Aux gens de la Cour d'appel et de la chancellerie. Voilà ceux-là qu'on veut fidéliser ou bien qu'on veut remercier pour la fidélisation. Pourquoi fidéliser ceux-là? Ah, cette question-là, il faut la poser au garde des Sceaux. On ne sait pas. Et quand on avait attaqué le test, d'abord c'est un test qu'ils ont gardé longtemps caché. Quand on a attaqué, ils ont repris. Maintenant, ils ont parlé de primes incitatives, incitatives pour le personnel des cours d'appel et de la chancellerie. Fidéliser pour... Mais ceux des tribunaux là, ils ne sont pas de la justice. Eux là, ils n'ont pas droit à une incitation. Non. Ça, c'est la réponse que nous a donnée l'autorité. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir. Il y a un temps, lorsque on avait fait l'opération de Ravec, vous vous en rappelez, il y a certains agents de Porte-Novo, ils sont au nom de 52, qu'ils ont voulu reverser.
Mais sur quel bail on veut reverser cela? Si déjà, entre-temps, le gouvernement a même mis en doute le reversement qui avait été fait et a même commandité des audits, si c'est en ce moment-là qu'on vient encore dire qu'on veut reverser, nous on se pose des questions. Donc dans notre motion, on a demandé à ce qu'on suspende rapidement ce reversement-là de 52 agents, puisqu'on ne sait pas sur quelle base ce sera fait. Je ne sais pas si le gouvernement central a dit non, on ne va pas faire. Il y a un autre gouvernement qui dit oui, on peut faire. Non, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Vous êtes très embêté. Dites, quelle porte de sortie voyez-vous à la situation qui est la vôtre aujourd'hui? Non, mais la porte de sortie, elle est toute là. Nous, on a des revendications, on a listé nos revendications, et cette motion-là, elle est sur la table du garde des Sceaux. Qu'il donne satisfaction à cette revendication à 8h, à 8h05, nous, on reprend le boulot. Rien que ça. Mais on n'en demande pas plus. Condition. On n'en demande pas plus. Si déjà on ne veut pas nous écouter, vous voulez qu'on fasse quoi? Maintenant, y a-t-il une concession que vous pensez pouvoir faire en dépit de la position, la posture de l'autorité? Non, s'il y a des concessions à faire, je ne pense pas que ce soit sur un plateau de télévision qu'on va faire des concessions. On va faire des concessions en discutant avec l'autorité. Bon, vous tenez au dialogue. Mais sinon, aujourd'hui, vous n'avez pas vu tout ce qu'on a fait. On ne s'est pas levé un beau matin pour lancer le mouvement. On a adressé plusieurs courriers au garde des Sceaux. C'est parce qu'il est resté muet. C'est tout comme s'il n'a rien reçu, il ne sait rien. Enfin, sinon, si vous devez lancer ce qui pour vous paraît comme un ultime appel à l'autorité, que lui diriez-vous? Moi, je dirais à l'autorité de nous recevoir, d'engager les négociations sérieuses avec nous. On ne se contentera pas de promesses. On veut des actes, on veut des papiers signés et qui seront bien respectés. Merci, merci à vous, fascinant. Oui, Hélène Kofidia, qu'avez-vous envie de dire avant qu'on ne mette fin à cette émission qui déjà tire à sa fin? Moi, j'invite l'autorité à revoir sa copie, parce que à revoir le traitement des greffiers et les conditions de travail, et notamment à opter pour l'accord négocié qui, pour ma part, semble être la procédure la mieux indiquée dans le cas d'espèces. Okay. Dans le cas d'espèces. Et au lieu de tenter de fidéliser une partie de la justice dans le but de faciliter des décisions de justice alambiquées et pour pouvoir faire passer de force certaines lois contre-productives, il vaut mieux penser satisfaire aux doléances des acteurs de la justice et notamment des... Oui, informer amplement, c'est la raison d'être de cette émission. On permettra très rapidement à Fassinou d'ajouter rapidement... Oui, je vais juste préciser que le mouvement en cours n'est pas que celui des greffiers. Il y a les greffiers, il y a les officiers de justice, il y a le personnel des services judiciaires et administratifs. C'est-à-dire, c'est tout le reste, sauf les magistrats. Tout le reste, sauf les magistrats. Mais sans tout ce reste, les magistrats ne peuvent pas travailler, malheureusement. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce numéro de votre émission 100% Béné du jour. Avant de prendre congé de vous, la fameuse citation d'Albert Einstein, que je rappelle ici pour vous. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Ne soyez pas de ceux qui laissent faire. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous. À très vite pour notre numéro de 100% Bénin avec la même disponibilité. Ils ont fait le choix de...